Aucune nounou ne survivait à une journée avec les triplés du millionnaire jusqu'à ce qu'une mère célibataire frappe à la porte en quête d'un emploi. « Tu n'es pas ma mère. Sors. » Le cri de Tommy ricocha sur les murs en marbre de la cuisine tandis qu'il lançait une poêle à frire. Elle heurta le mur avec un bruit métallique. De la pâte à crêpes éclaboussa la peinture blanche. « On ne veut pas d'autre nounou. On veut notre mère. » Danny et Bobby se joignirent à eux, le visage rouge de fureur, de larmes et de sirop. La nounou esquiva de justesse une brique de jus de fruits. Elle lâcha sa spatule et s'enfuit. « C'est fini. Je ne suis pas assez payée pour ça, » marmonna-t-elle en arrachant son sac du comptoir et en se précipitant vers la porte d'entrée. Clac. Silence, pendant une seconde, puis Tommy brisa un pot de confiture dans le couloir. De la fumée s'éleva dans l'air. John Prescott fit irruption dans la cuisine, manches retroussées, extincteur à la main. Et maintenant? Il s'arrêta net devant le chaos. Des toasts cramés dans le four. Du sirop par terre. 3 enfants de 6 ans rebelles au milieu de la destruction. Qui a ouvert le four? Aboya-t-il. Personne ne répondit. John avait 36 ans, impeccable en salle de réunion, mais s'effondrait à la maison. La mort de sa femme avait brisé leur vie. 21 nounous étaient venus et repartis en 6 mois. Il pouvait bâtir une entreprise d'1 milliard de dollars, mais il ne pouvait pas garder une aide-soignante sous son toit. On frappa à la porte. Tommy grogna. Dites-leur de partir. Un autre coup, puis une voix calme. Allô? Est-ce la résidence Prescott? John soupira. Restez ici. Il ouvrit la porte et trouva une femme avec une valise et un petit enfant à ses côtés. Elle paraissait avoir 28 ans, de longs cheveux blonds et une tresse, le regard vert fixe. Sa chemise était propre mais délavée. Linda Carter, dit-elle. Je suis venue pour le travail de nounou. À côté d'elle se tenait une petite fille, d'environ 5 ans, tenant un renard en peluche et fixant le manoir avec des yeux écarquillés. John cligna des yeux. Ce n'est pas le bon moment. Linda hocha la tête. Je m'en doutais. Un fracas retentit dans la cuisine derrière lui. J'ai dit, pas de beurre de cacahuète. Danny hurla. John soupira. On a un moment. Linda jeta un coup d'œil à l'intérieur, puis à sa fille. Lily, attends-moi ici. Sans attendre la permission, elle dépassa John et entra dans la maison. Il la fixa, stupéfait, puis la suivit. Linda s'arrêta au bord de la cuisine. Elle observa le désordre. Des chaises renversées. Une fleur par terre. 3 garçons furieux. Tommy ricana. Tu es la nouvelle nounou. Tu ne tiendras pas jusqu'au déjeuner. Linda pencha la tête. Peut-être, mais je ne suis pas là pour l'argent. Je suis là parce que je sais ce que c'est que de perdre quelqu'un. Les 3 garçons se figèrent. La cuillère de Danny s'abaissa. Les yeux de Bobby se fixèrent sur les siens. Linda s'accroupit et ramassa des tessons d'assiette. Vous savez comment faire la fête, dit-elle d'un ton léger. Ça demande un sacré travail d'équipe. John se pencha dans l'embrasure de la porte, les bras croisés. Elle n'avait pas élevé la voix une seule fois. Tommy désigna un tas de confitures. Tu sais comment nettoyer ça? Non, dit Linda avec un sourire. Mais je suis doué pour essayer, surtout quand le désordre n'est pas de moi. Bobby grogna. Danny esquissa un sourire. Linda attrapa un torchon et essuya calmement le sirop sur le comptoir comme si c'était la matinée la plus normale du monde. Puis elle se tourna vers John. Je sais ce que ça fait de voir son monde s'écrouler et de devoir quand même être présente le lendemain. Je ne promets pas de réparer ça, mais je ne partirai pas juste parce que c'est le bordel. John l'observa. Elle ne broncha pas devant le chaos. Sa voix était calme, sa présence étrangement rassurante. Peut-être, juste peut-être, resterait-elle. John Prescott était assis à son bureau, dans son bureau à domicile, le soleil de fin d'après-midi projetant de longues ombres sur les meubles en acajou. Devant lui se trouvait un mince dossier marqué Carter Linda. Il l'ouvrit, plus par obligation que par intérêt, s'attendant à trouver le même CV impeccable qu'il avait déjà vu 22 fois. Diplôme, distinction, références élogieuses. Mais le CV de Linda était différent. Pas de diplôme universitaire, pas de baccalauréat, quelques crédits non validés d'un collège communautaire, un emploi précédent, serveuse, nounou à temps partiel,
employé d'épicerie, pas de titres prestigieux, pas de recommandations élogieuses de familles aisées, juste une liste de vrais emplois occupés par une vraie personne essayant de survivre. Il tourna la page. Mère célibataire, fille, 5 ans, sans partenaire connu. John se renversa dans son fauteuil et passa une main dans son CV. Ses cheveux noirs, fatigués. Comment quelqu'un avec ce passé pourrait-il penser qu'elle avait une chance dans sa maison, dans sa vie? Il jeta un coup d'œil par la fenêtre vers le jardin que Sarah avait planté avant l'accident. Les fleurs étaient maintenant trop grandes, fanées comme tout le reste. Il ferma le dossier et attrapa son téléphone pour appeler Rebecca et annuler l'essai, mais la sonnerie lui échappa. Il fronça les sourcils en voyant l'identifiant de l'appelant. Son fils ne l'appelait jamais. Sauf urgence. Il répondit immédiatement. Tommy, il est toujours là, demanda Tommy d'une voix suspicieuse. Qui, demanda John. La dame à la tresse. Elle est bizarre. Elle sourit sans cesse. John se redressa. Souriant. Ouais. Et Bob rit en la voyant chanter. Ce n'est même pas bien chanté, papa. C'est ridicule. Il y eut un silence. Elle n'est pas comme les autres, ajouta Tommy. John prenait déjà ses clés. 20 minutes plus tard, il franchissait la porte d'entrée du manoir, la mallette toujours à la main, les épaules serrées. Il s'attendait au chaos, aux cris, à un autre. Une assiette cassée. À la place, il entendit de la musique. Pas de la vraie musique. Un bourdonnement. Un bourdonnement désagréable. Il marcha lentement vers le bruit. Dans le salon, Linda frottait une traînée rouge et collante de jus sur le mur. Ses manches de chemise étaient retroussées et son visage était rouge sous l'effort. Lily et Bobby se tenaient à proximité, frappant des mains en rythme tandis que Linda fredonnait un air entraînant, absurde, mais plein d'énergie. Plus vite! Cria Bobby. Linda obéit, fredonnant plus vite, frottant plus fort, prétendant que cela faisait partie d'un sortilège de nettoyage magique. Maintenant, lente comme une tortue, Lily poussa un cri aigu. Et elle ralentit son débit avec une intensité dramatique, les faisant rire encore plus fort. John se figea. Bobby riait, pas seulement un sourire. Rire. Un rire profond et profond, comme il n'y en avait plus eu dans leur maison depuis la mort de Sarah. Ils se tenaient tranquillement dans l'embrasure de la porte, les observant. Linda ne l'avait pas encore vu. Elle continuait de fredonner, essuyant le mur, laissant les deux enfants mener la danse comme s'ils étaient les vedettes d'un spectacle. Ils pouvaient comprendre. Pas d'instruction, pas d'exigence, juste de la présence et de la patience. Il avait déjà engagé des experts, des diplômés, des gens qui parlaient de théorie et de plans. Ils avaient tous échoué. Mais cette femme, sans diplôme officiel, avait fait rire son fils quelques heures après l'avoir rencontré. Plus tard dans la soirée, une fois les enfants couchés, Linda s'assit au bord du matelas dans la chambre d'amis, caressant doucement les cheveux de Lily. La petite fille dormait déjà à moitié, ses petits doigts enroulés autour de la queue de son renard en peluche. L'esprit de Linda divaguait. 7 ans plus tôt, elle était assise seule dans une clinique éclairée au néon, les yeux fixés sur un test de grossesse. Le père était parti sans un mot. Pas de travail, pas de diplôme, pas de soutien familial. Elle avait 86 000 $ sur son compte en banque et la peur la submergeait. Elle faillit faire un choix ce jour-là. Un choix qu'elle ne pourrait jamais revenir en arrière. Mais alors, elle entendit le cœur de Lily battre pour la première fois et tout changea. Ce petit pouls lui donna une raison de continuer, de survivre, de se battre. De retour au manoir, John s'appuya contre la cuisine. Au comptoir, les bras croisés, il repensait à ce qu'il avait vu. Linda n'avait pas fait la morale aux enfants. Elle ne leur avait pas donné d'ordre ni exigé de respect. Elle avait simplement vécu avec eux dans leur désordre, leur bruit, leur douleur. Et pour la première fois depuis des mois, la douleur s'était un peu calmée. Il ne savait pas encore qui était vraiment Linda Carter. Mais quelque chose en elle lui disait qu'elle comprenait les choses brisées, car elle-même en avait été une. La guerre avait commencé au petit déjeuner. Linda entra dans la cuisine à 7h30, visant juste, portant la même chemise bleue délavée de la veille et un sourire frais au visage. Elle salua chacun des triplés par son nom. Tommy l'ignora. Denny marmonna quelque chose à propos d'une trop grande gaieté. Bobby regarda ses chaussures et rigola. Cela aurait dû être son premier indice.
Elle fit 3 pas avant de se rendre compte que ses chaussettes étaient trempées. Elle glissa légèrement, baissa les yeux et vit des bulles transparentes s'infiltrer à travers ses chaussures. Du savon liquide? Beaucoup. Vous avez saboté mes chaussures, demanda-t-elle d'un ton calme. Denny haussa les épaules. On ne voulait pas que tu te sentes trop propre. Bobby éclata de rire. Linda retira ses chaussures sans un mot et tapota le sol dans ses chaussettes humides, attrapant une serviette en papier pour essuyer la mousse. C'est normal. J'aimerais me sentir bien ancré, dit Tommy en haussant un sourcil. Tu ne vas pas crier. Ça t'aiderait à te sentir mieux, demanda-t-elle en se tournant vers eux. Ils clignèrent des yeux, confus. Linda haussa légèrement les épaules. Si tu es en colère, effrayé ou que tu essaies de me tester, je comprends, mais si tu veux juste que je parte, je te le dis tout de suite. Je ne partirai pas juste parce que j'ai les pieds mouillés. Les garçons échangèrent un regard, incertains de la réaction. Cet après-midi-là, alors que Linda aidait Lily à mettre la table pour le déjeuner, son téléphone disparut. Disparu. Elle vérifia son sac, sa veste, le plan de travail de la cuisine. J'ai dû l'égarer, dit-elle à voix haute. Tommy, assis par terre à côté, tira sur une ficelle du tapis. Peut-être qu'elle s'est enfuie. Les téléphones font ça parfois. Ouais, intervint Bobby. Surtout quand les gens n'ont rien à faire ici. Linda les regarda un long moment, puis sourit et dit, j'espère que ça a laissé un mot. Elle retourna cuisiner sans gronder, sans accuser, et sans montrer de colère. Le 3e coup survint après le déjeuner. Elle entra dans le salon et trouva son chemisier propre couvert d'un feutre vert et violet. Son nom était inscrit au dos d'une écriture enfantine, suivi de « Rentre chez toi, pas maman ». Elle le fixa dans le miroir du couloir. Puis elle se dirigea vers la salle de jeu où les 3 garçons étaient assis dans une forteresse de canapés. Coussin. Je voulais juste vérifier, dit-elle, les bras croisés. Dois-je garder le t-shirt, ou y a-t-il une deuxième partie à ce plan? Danny avait l'air coupable. Bobby se cacha derrière un oreiller. Tommy croisa les bras d'un air de défi. Tu n'as rien à faire ici, dit-il froidement. Aucun d'eux n'y avait sa place. Linda entra dans la forteresse et s'assit par terre. Alors il est peut-être temps que je te dise quelque chose que tu devrais savoir sur moi. Ils l'observèrent attentivement. J'avais 17 ans quand j'ai découvert que j'étais enceinte, commença-t-elle à voix basse. J'avais peur, j'étais seule. Mon petit ami avait disparu. Je n'avais ni maison, ni travail, et je n'avais aucune idée de comment être une mère. Je suis entrée à l'hôpital avec l'intention de donner Lily. Même Lily a levé les yeux de son dessin. Mais à sa naissance, l'infirmière m'a donné une petite couverture rose et un bracelet qui avait appartenu à ma mère quand j'étais bébé. Ma mère était morte des années plus tôt, mais quelqu'un l'avait conservé. Je me souviens avoir tenu ce bracelet et pensé, je ne sais pas être une mère, mais je sais ce que ça fait d'être abandonnée. Sa voix se brisa l'espace d'une seconde. L'expression de Tommy s'adoucit, mais ses poings restèrent serrés. Denny demanda dans un murmure. Toi aussi, on t'a abandonné? Linda hocha lentement la tête. Plus d'une fois. Il y eut un silence, dit Tommy. On ne veut pas t'aimer. Lyndon ne broncha pas, je sais, parce que tous ceux qu'on aime partent. Je le sais aussi. Les lèvres de Tommy tremblèrent. Et si tu partais? Elle se pencha en avant. Alors je te dirai au revoir, et je te dirai que ça n'a rien à voir avec ton amour. Ce serait parce que parfois les adultes font des promesses qu'ils ne savent pas tenir. Mais je ne te mentirai pas, Tommy. Je suis là maintenant, et je n'ai pas peur de ta colère. Je sais que la colère n'est que de la douleur en armure. Il la regarda. Vraiment. Elle n'était ni parfaite, ni polie, ni infaillible, mais elle était honnête, et personne d'autre n'avait osé l'être. Danny finit par s'asseoir plus près d'elle. Bobby jeta un coup d'œil par-dessus l'oreiller et rampa jusqu'à elle, sans un mot, se blottissant contre elle. Tommy la fixa un peu plus longtemps. Puis il murmura, « Je ne veux pas être en colère tout le temps. » Linda tendit la main sans rien dire. Il la prit. Le salon s'était transformé. Les oreillers étaient empilés comme des murs, les couvertures drapées sur les meubles comme des tentes, et des animaux en peluche bordaient le périmètre comme une équipe de minuscules médecins. Au centre, Satii, tenant un talkie-walkie fait de 2 gobelets en plastique et d'un morceau de fil.
Elle donnait des instructions de sa voix la plus sérieuse. Tommy, tu couvres l'aile ouest de la tristesse. Danny, tu restes près de l'entrée de la cuisine. Il y a beaucoup de circulation de chagrin là-bas. Bobby, tu gardes le jardin des souvenirs. Les triplés obéissaient à ses ordres avec la somnolence de soldats. Ils portaient des badges en papier fait main, collés à leur chemise. Patrouille de secours contre la tristesse. Chacun portait une lampe de poche et un sac à dos rempli de mouchoirs, de bonbons et de grimaces dessinées sur des fiches. Linda se tenait silencieusement sur le seuil, les bras croisés, observant. Elle n'avait pas suggéré cela. C'était Lily. L'opération Sauver les cœurs tristes était son idée. Elle disait que les garçons avaient besoin de quelque chose de plus important que des règles. Ils avaient besoin d'un but. Elle leur avait dit, tout le monde est triste. Mais si on a un travail, comme faire rire quelqu'un ou l'aider à ne pas se sentir seul, ça atténue la tristesse. Les garçons, pour des raisons qu'eux-mêmes ne comprenaient pas, l'écoutaient. Linda avait reculé, laissant Lily mener. Maintenant, tous les quatre rampaient dans la maison, carte de mission à la main. John entra par le couloir latéral, s'arrêtant devant le chaos. Il ouvrit la bouche pour demander ce qui se passait, puis remarqua l'expression de Linda. « Ne les arrêtez pas, dit-elle doucement. Ils construisent quelque chose. » John observa en silence. Tommy guida doucement Lily dans un couloir bordé de photos encadrées. Il en désigna une. « C'est ma mère. Elle nous chatouillait là, dit-il en désignant un canapé en cuir usé. On se cachait derrière pendant les parties de cache-cache, mais elle nous retrouvait toujours. » Lily hocha la tête. Elle a l'air intelligente. Elle l'était, dit Tommy d'une voix plus basse maintenant. Danny les rejoignit. C'est le fauteuil de papa, ajouta-t-il en désignant le fauteuil près de la cheminée. Il ne s'y assoit plus. Pourquoi? Danny haussa les épaules. Parce qu'il a encore son odeur. Lily ne dit rien. Elle se contenta de tendre la main et de prendre celle de Bobby. Il la serra fort. John s'appuya contre le mur, invisible, la gorge nouée. Il ne les avait pas entendus parler de leur mère ainsi depuis des mois, et jamais avec autant de douceur. Lorsque les enfants disparurent dans une autre pièce, à la recherche d'une nouvelle alerte tristesse, John se tourna vers Linda. « Le dîner est dans 1 heure, dit-il. Reste. » C'était la première fois qu'il l'invitait à partager un repas, non pas comme employé, mais comme quelqu'un qui s'intégrait lentement et discrètement au rythme fragile de leur famille. Ce soir-là, ils étaient tous assis autour de la table. Lily bavardait avec enthousiasme au sujet de leur mission. Bobby essayait de lui mettre une cuillère en équilibre sur le nez. Danny raconta une blague toc-toc si mauvaise que même Tommy rit. Personne ne cria, personne ne pleura. C'était le premier dîner paisible chez les Prescott depuis l'accident. Linda était assise à côté de John, aidant Lily à couper sa nourriture. Tommy lui passa le sel sans qu'on lui demande. Bobby lui offrit son dernier biscuit. Après le dîner, alors que les enfants débarrassaient la table sans qu'on lui dise quoi que ce soit, John prit son verre d'eau et renversa accidentellement la bouteille de ketchup. Elle éclaboussa le devant de sa chemise, tachant le coton blanc d'une traînée rouge vif. Zut! Marmonna-t-il dans sa barbe en attrapant une serviette. Avant qu'il puisse la toucher, Linda s'approcha doucement de lui, tamponnant la tache avec un chiffon chaud et humide qu'elle avait pris dans la cuisine. Elle ne parla pas. Elle ne sourit pas. Elle se contenta de nettoyer le désordre. John ne leva pas les yeux vers elle. Il ne pouvait pas, car pour la première fois depuis des mois, il sentit sa gorge se serrer. Non pas de colère, ni d'épuisement, mais de la douleur d'être vu, soigné, non pas ivre, non soigné, mais simplement soigné. Il ferma les yeux une seconde, prétextant la piqûre du ketchup. Mais Linda vit les larmes lui monter aux yeux et ne dit rien. Il continua simplement à essuyer, silencieux, présent, comme si elle avait toujours été là. L'électricité fut coupée juste après le dîner. Une soudaine rafale de vent fit trembler les fenêtres, puis l'obscurité s'installa. Le bourdonnement des appareils s'arrêta. Les lumières vacillèrent une fois, puis s'éteignirent. La maison entière se tut un instant avant que Danny ne pousse un cri dramatique. « On va tous mourir » hurla-t-il. « Non, ce n'est pas le cas » rétorqua Tommy, la voix légèrement tremblante. Depuis le couloir, Bobby murmura « C'est un fantôme ». Linda apparut, une lampe torche sous le menton, projetant des ombres sur son visage. « Tu sais ce que ça veut dire »
n'est-ce pas, dit-elle d'une voix étrange et exagérée. C'est officiellement l'heure de l'histoire. À la lampe torche, le fixa le garçon. Lily applaudit. Raconte-moi l'histoire du garçon transformé en cornichon. Non, non, dit Linda d'un ton théâtral, en inclinant la poutre vers le plafond. L'histoire de ce soir parle du frigo hanté qui ne ronronnait que lorsqu'il avait faim. Les enfants hurlèrent de joie. Elle baissa la voix jusqu'à un grognement grave et ridicule. Chaque minuit, il murmurait, « Donne-moi des œufs ou je mange tes chaussettes. » En quelques minutes, les garçons et Lily se roulaient sur le tapis, riant aux éclats tandis que Linda mimait le frigo, la poursuivant dans la cuisine avec un fouet et une chaussette dans la bouche. John observait depuis l'embrasure de la porte, appuyé contre le cadre. La lueur de la lampe torche rebondissait sur les murs comme si sa bêtise était une lanterne chaude dans une grotte froide. Elle n'avait ni scénario, ni accessoire, juste sa voix, son engagement dans le rôle et sa volonté d'être complètement ridicule pour le bien de 4 enfants qui ricanaient. Une fois les enfants bordés, Bobby se blottit contre son ours en peluche, Danny riant encore dans son sommeil. Tommy serrant sa lampe torche comme une épée, John trouva Linda dans la cuisine. Elle était assise à table, une bougie dans un bocal en verre à la main, sirotant du thé dans une tasse ébréchée. La douce lueur éclairait doucement son visage, illuminant le coin de ses yeux. « Tu n'étais pas obligé de faire une comédie d'horreur, dit-il en entrant. Je me suis dit que c'était soit ça, soit eux qui pleuraient et s'accrochaient aux meubles, répondit-elle. Les histoires de cornichons gagnent à tous les coups. Il sourit sincèrement et s'assit en face d'elle. Pendant un moment, ils restèrent assis là. Pas d'écran clignotant, pas de délai à respecter, pas d'enfant qui criait, juste le silence. Puis il le dit doucement, comme s'il n'avait pas dit quelque chose à voix haute depuis très longtemps. Elle allait m'acheter un gâteau d'anniversaire. Linda leva les yeux. Elle insista pour le faire elle-même. Même si l'assistante aurait pu s'en charger, elle dit que ce devait être parfait. Elle ne revint jamais. Il déglutit difficilement. C'était mon dernier anniversaire. Linda ne parla pas. Elle écouta simplement. John il s'est frotté l'arête du nez. Et chaque année depuis, je l'ignore. Je fais comme si ce n'était pas un rendez-vous. Pas de gâteau, pas de bougie, pas de mention. Elle fouilla dans le placard à côté d'elle et en sortit une petite boîte enveloppée de papier journal recyclé et fermée par un nœud de lacet. Elle la posa devant lui. Qu'est-ce que c'est? L'ouvrit. Il dénoua lentement le nœud. À l'intérieur, il y avait un petit cupcake légèrement de travers, avec un glaçage irrégulier. Une petite bougie chauffe-plat était délicatement calée au centre. Ils l'ont fait, dit Linda. Tous les 3, supervisa Lily. John leva les yeux, bouche bée. Linda haussa les épaules. Ils m'ont dit que leur père avait oublié comment sourire pour son anniversaire, alors ils lui ont donné une raison. Il resta silencieux un long moment. Puis il fouilla dans sa poche, en sortit un briquet et alluma la bougie. La petite flamme vacilla, dansant dans la pièce silencieuse. Linda se pencha légèrement en avant. Tu n'es pas obligé de faire un vœu. Il hocha la tête. Je l'ai déjà fait. Il expira et souffla la bougie. Son visage se transforma dans la faible lumière. Pas juste un sourire, quelque chose de plus doux, de plus léger. Merci, dit-il d'une voix pâteuse, de me l'avoir rappelé. Je suis toujours là. Linda ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin. La bougie en avait dit assez. Le titre fit l'effet d'une bombe sur Internet. Un PDG milliardaire se cache derrière une nounou mystérieuse au passé trouble. Des enfants laissés sans surveillance émotionnelle. L'article était brutal. Un média à Potin local avait publié un article rempli de sources anonymes et de demi-vérités déformées. Il présentait John comme un père absent, trop accablé de chagrin ou indifférent pour s'occuper de ses propres enfants. Mais le pire, c'était le profil de Linda, exhumé de documents publics, de rumeurs en ligne et de bribes de ses difficultés passées. Ancienne serveuse, mère célibataire, sans éducation formelle, vue une fois dans un refuge. Stabilité émotionnelle douteuse. Linda se tenait dans la cuisine, lisant l'article sur son téléphone, silencieuse. Lily lui serra la main et la regarda avec inquiétude. « Maman, on a des ennuis ?» ?»« Non, ma chérie, » dit doucement Linda en s'agenouillant pour l'embrasser sur le front. « Ce n'est pas nous qui mentons. » À midi, les services de protection de l'enfance avaient appelé. « On va faire une inspection du domicile », dit sèchement la femme.
Vu l'inquiétude du public, il faut s'assurer du bien-être des enfants. John raccrocha et fixa le combiné d'un air absent. Puis il se tourna vers Linda. « Tu ne devrais pas rester, dit-il doucement. Ça pourrait te ruiner. » « Cet article te donne l'air de quelqu'un qui a vécu une vraie vie, interrompit Linda, calme mais ferme. J'ai frotté des sols. J'ai dormi dans des voitures. J'ai eu 2 boulots et je me suis quand même couché le ventre vide. Mais je n'ai jamais fait de mal à un enfant. Et je ne le ferai jamais. John expira. Je ne veux juste pas qu'il s'en prenne à Lily. La voix de Linda s'adoucit, mais elle ne perdit pas de sa force. Si je courais à chaque fois que quelque chose me faisait peur, Lily ne serait pas là. Je l'ai gardée. Je suis resté. Et maintenant, je reste. Non pas par nécessité, mais par envie. Cet après-midi-là, Linda rassembla les enfants à la table du dîner. Nous aurons de la visite demain, expliqua-t-elle doucement. Ils voudront voir comment nous vivons. Pas seulement la propreté, mais aussi la gentillesse. Tommy fronça les sourcils. Pourquoi? Nous n'avons rien fait de mal. Non, ma chérie, mais parfois, les gens qui ne nous connaissent pas font des suppositions. Danny croisa les bras. Vont-ils nous emmener? John entra. Entendant la question, il s'agenouilla près d'eux. Personne n'emmène personne nulle part. Nous allons leur montrer la vérité. Lily se redressa. On peut leur faire des biscuits. Linda sourit. C'est une belle idée. Le lendemain, quand l'assistante sociale arriva, elle trouva la salle à manger emplie du parfum des biscuits tout juste sortis du four, en forme de cœur, saupoudrés de sucre, glacés de ces mots, bienvenue et merci, écrits en lettres tremblantes. Les enfants lui firent eux-mêmes le tour de la maison. C'est le canapé où on lit, dit fièrement Bobby. Linda fait toujours les voix rigolotes. Là, c'est le poste de secours de la tristesse, ajouta Danny en désignant le fort d'oreiller. Et ça, dit Tommy en ouvrant un tiroir, c'est la boîte à sentiments. Nous écrivons des mots si nous sommes en colère ou tristes, et Linda les lit quand nous ne sommes pas prêts à parler. La femme, Madame Holloway, prenait des notes silencieuses tout en écoutant. À la fin de la visite, alors qu'elle fermait son dossier, Bobby leva soudain les yeux vers elle et dit, avant l'arrivée de Linda, nous ne savions que crier pour que les gens s'en aillent. Il jeta un coup d'œil aux autres, puis ajouta, maintenant, nous savons faire des biscuits, alors ils resteront. Madame Holloway cligna des yeux plusieurs fois avant d'acquiescer et de dire, très spécial. Plus tard, après son départ, les enfants se dispersèrent dans le jardin. John s'attarda près de la porte, regardant Lily agenouillée dans l'herbe, dessinant des fleurs à la craie. Il s'avança vers elle et s'accroupit. Salut, Lily. Elle leva les yeux. Veux-tu dessiner avec moi et le garçon un de ces jours? Peut-être un grand tableau ensemble. Ses yeux s'écarquillèrent, puis elle sourit et hocha la tête. John tendit la main et la prit dans la sienne. C'était la première fois qu'il faisait ça. Pas un mot, juste un geste discret d'appartenance. Lyndon se tenait à la fenêtre et les observait. Et pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans cette maison, elle ressentit quelque chose de plus que de l'espoir. Elle se sentait chez elle. Le jardin brillait d'une lumière de fin d'après-midi. De doux rayons dorés effleuraient les rosiers que Sarah avait plantés des années auparavant. La pelouse était fraîchement tondue, la nappe de pique-nique était recouverte d'un tissu à carreaux rouges et blancs, et les assiettes remplies de sandwichs au beurre de cacahuètes, de tranches de pommes et de verres de limonade ondulaient au vent. John était assis au milieu de tout cela, une couronne en papier légèrement inclinée sur la tête, entouré de 4 enfants rieurs et d'une femme qui, d'une certaine manière, donnait au chaos un air magique. « Joyeux anniversaire, papa !» cria Bobby, les bras levés. « Fais un vœu !» insista Danny. Tommy alluma la bougie sur le gâteau au chocolat de travers. « Pas de triche. Tu dois fermer les yeux. » John rit doucement. « Tu es très strict là-dessus. » Linda s'assit à côté de lui, un sourire discret mais plein de tendresse. Lily, sautillant sur ses genoux, lui tendit le gâteau. « Tu souffleras le gâteau avec nous cette année. » Il le fit. Tous les 5 se penchèrent et soufflèrent la bougie ensemble. Les acclamations qui suivirent résonnèrent dans la lumière déclinante comme une promesse. Après avoir dévoré la majeure partie du gâteau et laissé les enfants courir après les lucioles près des haies, John se leva et s'approcha de Linda qui pliait des serviettes. Il tenait quelque chose à la main. « Dis donc, dit-il doucement, viens avec moi une seconde. »
Il l'entraîna quelques pas plus loin, sous le lierre grimpant près de l'arche du jardin, où les lanternes scintillaient doucement dans la brise. Puis il s'accroupit devant Lily, qui venait de revenir vers eux, une marguerite à la main. « Ma chérie », murmura-t-il en lui tendant une petite boîte en velours. « Tu penses pouvoir m'aider à demander quelque chose d'important à ta mère ?» Les yeux de Lily s'illuminèrent. « Vraiment ?» John acquiesça. Lily serra délicatement la boîte et trotta vers Linda avec une grâce exagérée. « Maman, dit-elle, allongeant le mot avec théâtralité. Bah dit que Bah veut nous aimer toutes les deux pour toujours et il veut savoir s'il le peut. » Linda cligna des yeux. Son regard passa du sourire fier de Lily à la petite boîte qu'elle tenait à la main. Puis John s'avança doucement, reprit la boîte et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une bague simple et élégante, un petit diamant, rien de voyant, mais derrière, un deuxième anneau en or plus fin, gravé d'un cœur. « Celle-là est pour Lily, dit John. Si vous dites oui tous les deux. » Linda se couvrit la bouche, bouleversée. Il la regarda dans les yeux, la voix ferme. « Je ne veux pas juste t'épouser, Linda. Je veux être le père de Lily. Je veux qu'elle sache que je l'ai choisie aussi. Que je ne te demande pas seulement ton cœur. Je te demande le sien. » Des larmes coulèrent sur ses joues. « Tu n'es pas seulement la femme que j'ai appris à aimer, continua-t-il d'une voix légèrement brisée. Tu es la mère que mes enfants ont déjà choisie, et tu es le genre de mère que Lily mérite. » Lily serra Linda par la taille. « Je t'avais dit qu'il était bon, murmura-t-elle. Linda hocha la tête, à peine capable de parler, et s'agenouilla près de sa fille, l'entourant de ses deux bras. « Oui, souffla-t-elle 1000 fois. Oui. » John glissa la bague à son doigt, puis plaça délicatement l'anneau en or à celui de Lily. Les garçons revinrent en courant à ce moment précis, légèrement essoufflés. « Que se passe-t-il » demanda Tommy. « On a raté quelque chose, ajouta Bobby. Denny regarda la main de Linda. « Attends, c'est bien ça que je crois. » Lily leva fièrement sa petite main. « Papa nous demanda en mariage à tous les deux. » Tommy esquissa un large sourire. « Enfin. » Bobby applaudit. « On peut être porteur d'alliance et testeur de gâteaux. » Linda rit à travers ses larmes. « Oui, oui, et oui. » Et sous le ciel doré, la famille Prescott, autrefois brisée, désormais réunie, s'assit à nouveau sur l'herbe. Personne ne parlait de ce qu'ils avaient perdu, seulement de ce qu'ils avaient trouvé. 3 ans plus tard, le domaine de Prescott ne ressemblait plus à un manoir. On s'y sentait comme chez soi. Dans un bâtiment lumineux en bordure de la propriété, décoré de dessins d'enfants et d'étagères remplies de livres, le centre Artome accueillait son nouveau groupe de visiteurs. La fondation, fondée par John et Linda, était devenue un refuge pour les enfants confrontés à la perte, au traumatisme ou à l'abandon. C'était un lieu où la guérison ne commençait pas par des règles, mais par la compréhension. John, autrefois absorbé par les salles de réunion et les finances, passait désormais ses matinées à enseigner la musique aux enfants, laissant leurs petits doigts pincer les cordes des guitares et appuyer sur les touches des pianos. L'après-midi, il était dans le jardin, les mains dans la terre, riant tandis que Lily et les garçons chassaient les papillons entre les plants de tomates. Chaque matin, John accompagnait Lily à l'école, lui tenant la main comme si c'était le travail le plus important au monde. Et chaque soir, il était là, à son chevet. Une nuit, alors que le clair de lune filtrait par sa fenêtre, Lily se redressa, un livre serré contre sa poitrine. « Papa, murmura-t-elle, veux-tu lire celui-ci ? Je l'ai choisi juste pour ce soir. » John sourit et s'assit à côté d'elle. « Pour toi, dit-il en prenant le livre. Je l'ai lu 1000 fois. » À l'extérieur de la chambre, Linda se tenait dans le couloir, invisible, les observant à travers la porte juste assez entr'ouverte. Son cœur se gonfla à cette vue. L'homme qu'elle croyait autrefois intouchable, désormais pleinement ancré dans la paternité, dans l'amour, dans la vie. Des larmes coulèrent silencieusement sur ses joues, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. Dans son dernier livre, Resting, sur sa table de chevet, la dédicace disait, parfois, les meilleures choses naissent des morceaux que nous pensions trop brisés pour être réparés. Tant que nous choisissons de ne pas nous en aller, Elsie. Le week-end suivant, la famille étendit une couverture de pique-nique sous le vieux chêne. Celui-là même où John avait fait sa demande. Lily distribuait des sandwichs tandis que Bobby versait fièrement de la limonade sans en renverser. Danny distribuait des serviettes en papier, et Tommy, un peu plus grand et plus sage, s'assit tranquillement à côté de Linda.
Linda, dit-il d'une voix basse mais assurée. Merci de ne pas être parti au moment où nous étions probablement les plus faciles à abandonner. Lyndon lui toucha la joue. Je n'ai jamais vu d'enfant essayer de repousser les gens, dit-elle doucement. J'ai vu des enfants pleurer pour que quelqu'un reste. Tommy hocha la tête, puis regarda Lily, appuyée contre le bras de John. Ma mère disait, l'amour scintille comme des étoiles, se dit Lily presque pour elle-même. Mais je pense qu'elle avait tort. Tout le monde se tourna vers elle, curieux. Je pense que le véritable amour ne scintille pas, poursuivit-elle. Il reste, même quand il serait plus facile de partir. Personne ne dit un mot pendant un moment. Puis John les serra tous contre lui, ses bras autour de Linda, ses fils, sa fille ensemble, choisis, et enfin à la maison. Si cette histoire vous a touché, vous a rappelé le pouvoir des secondes chances et la beauté d'une famille choisie. Alors imaginez combien d'autres histoires attendent de faire de même.